Ce monsieur Thiers, Adolphe Thiers, qui va jouer un si grand rôle dans ce que je vais vous raconter maintenant, qui c'était? Il n'est plus jeune, il a plus de 70 ans, 1870. Il était né à Marseille en 1797. Ce Marseillais était un mélange, comment dirais-je, de Rastignac et de Bellamy. Vous savez, Rastignac de Balzac et Bellamy de Maupassant. Rastignac, c'est le gars de province qui a décidé qu'il mettrait Paris dans sa poche. Et Bellamy, c'est ce garçon qui, profitant de sa belle allure, va épouser la fille de sa maîtresse. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Thiers. Thiers, il est monté sur Paris pour essayer de se faire connaître comme journaliste, et puis il est devenu l'amant d'une Madame Daune, D-O-S-N-E, Madame Daune, dont le mari était très riche, qui a initié le petit Thiers à la spéculation avec les dons naturels qui étaient les siens. Je vous assure qu'il a réussi dans la spéculation, et finalement, il a épousé la fille de Madame Daune. Ben, il a fait une belle carrière, d'abord une carrière qu'on appellerait aujourd'hui gauchiste, si vous voulez, sous la Restauration. Il soutenait les réclamations de la petite bourgeoisie qui n'était pas encore contente de n'avoir pas assez à sa disposition des fameux leviers de commande. Alors il était contre Charles X, il y a les explosions de Paris que vous savez, les 3 jours qu'on appelait les 3 glorieuses, en juillet 1830. Thiers est un garçon qui a un côté de lièvre, vous savez, la peur physique, en lui ça existe, hein. Il a tellement, terriblement peur et tout de suite pour sa sécurité personnelle. Alors dès que les coups de feu éclatent dans Paris, il disparaît. Il se met à l'extérieur de Paris, il attend, la situation tourne bien, et une fois que la victoire est gagnée, il reparaît. Il reparaît et il va être derrière le premier cabinet, qui est un cabinet presque uniquement bancaire, de Louis-Philippe, et bientôt, on va le voir, accéder au ministère de l'Intérieur, à 37 ans, ministre de l'Intérieur, c'est pas mal, hein, et il est ministre de l'Intérieur en 1834. En 1834, il arrive 2 choses en France assez redoutables. D'abord, une grande émeute des canuts. Il y avait des canuts, des ouvriers de la soie à Lyon, qui se sont révoltés. Et puis, il y a eu une opération presque parallèle des Républicains de Paris. Ben, lui, Thiers, était président, enfin, était ministre plutôt de l'Intérieur. Il a envoyé une dépêche qui est aujourd'hui illustre, enfin, qui est très connue, au préfet de Lyon, 17 avril, où il lui dit « Ne reculez devant aucun moyen de destruction », c'est-à-dire qu'on fera tirer le canon aussi contre les ouvriers. Et quant à Paris, c'est l'écrasement de cette pauvre petite révolte républicaine avec le cloître Saint-Méry, avec la rue Transnonain. La rue Transnonain, c'est une rue où on a fait un exemple, une leçon, c'est un mot qu'il va reprendre pour la commune, où on a massacré hommes, femmes et enfants, tout le monde, de cette rue qui était un centre révolutionnaire. Alors vous voyez qu'il était bien parti pour faire une grande carrière, et en effet, à 43 ans, voilà président du Conseil. Nous sommes en 1840. Ça va pas durer longtemps, et le roi Louis-Philippe va le trouver un peu gênant parce qu'il fait des voltiges, enfin, avec son sabre. Il voudrait lancer la France dans une opération militaire contre l'Angleterre. Louis-Philippe estime que c'est trop dangereux. Alors il perd sa situation de président du Conseil, et pendant 7 ans, il va s'exaspérer parce que c'est Guizot qui est président du Conseil à sa place. Les années passent, enfin arrive brusquement la révolution de février 1848, révolution populaire, je vous l'ai raconté la dernière fois. Thiers, naturellement, est épouvanté. Dès qu'il y a du tumulte, il disparaît. Mais assez rapidement, il se dit que cette révolution ne tourne pas si mal. Il va y avoir les journées de juin, vous savez, où avec le canon de Cavaignac, on va faire passer pour longtemps aux ouvriers le goût des revendications en leur pratiquant une saignée assez abondante. Alors à partir de Cavaignac, quand Thiers voit que l'ordre est rétabli, il se dit « mais c'est mon heure ». Pourquoi ? Il y a 2 partis royalistes qui voudraient saisir le pouvoir. Mais justement, ils sont 2, ils ne s'entendent pas, les royalistes. Il y a les légitimistes qui voudraient porter au trône la descendance de Charles X, les légitimistes, les carlistes, charlistes, puis il y a les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui voudraient porter au trône la descendance de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans. Alors Thiers se dit, mais il y a une jolie opération à réussir entre ces 2 groupes royalistes. Lui, il n'est pas royaliste, vous comprenez, il est thiériste. Il veut être président de la prochaine République. Et il se dit, comme la fusion entre ces 2 groupes de royalistes n'est pas prête de se faire, moi, je vais m'amener avec mon idée d'une république, naturellement une république tranquille, vous savez, une république d'honnêtes gens, une république conservatrice, et je vais dire, la république est le régime qui nous divise le moins. Il en était là dans ses calculs à l'automne 1848, lorsque soudain surgit quelqu'un qu'on n'attendait pas. Le neveu de l'empereur, ça fait un neveu incertain. On n'est pas tellement sûr que Louis Bonaparte soit réellement de la descendance du grand Bonaparte. Enfin, toujours est-il qu'à cause de son nom, il devient un personnage de premier plan. Le voilà qui est président de la République, ça exaspère un peu Thiers, mais Thiers est persuadé qu'il a affaire à un crétin, c'est le mot qu'il emploie, c'est un crétin, Louis Bonaparte. On lui donnera des femmes et de l'argent, on le tiendra pendant ses 4 ans de présidence. La Constitution prévoit qu'on ne peut pas renouveler le mandat du président de la République, donc, en 1852, au renouvellement, c'est moi Thiers qui serait président de la République.
savez ce qui va arriver? Il avait cru qu'il avait affaire à un crétin, c'était pas du tout un crétin, c'était un partenaire redoutable, et le partenaire se conduit très mal, il renverse la table, il rafle les mises, il tire ses pistolets, c'est le coup du 2 décembre, plus de République, c'est lui qui est dictateur et bientôt empereur. Si bien que le malheureux Thiers est un homme qui va se ronger les poings pendant les 18 ans de l'Empire, en se disant, mais je suis en train de vieillir, je ne vais pas réussir, c'est-à-dire, je n'arriverai pas à ce que je voulais, c'est-à-dire à avoir la toute-puissance en France. C'est vous dire que quand la guerre de 1870 éclate, et dans les conditions que je vous ai racontées la dernière fois, c'est-à-dire une affaire de politique intérieure, et surtout quand il voit que ça tourne très mal pour l'Empire et que l'Empire disparaît dans la catastrophe de Sedan, alors vous avez devant vous un petit Thiers qui a beau avoir 74 ans, je vous assure qu'il est redressé, hein, il est aux aguets, c'est un petit vibrion en pleine forme, c'est le moment de réussir. Alors c'est là où il s'agit de bien regarder le petit bonhomme tel qu'il a fait. D'abord que je vous le décrive. Et là, j'emprunterai une description à un contemporain, enfin un garçon de 21 ans, qui s'appelait Élémir Bourges, romancier français que Claudel admirait beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Bourges avait un peu de talent. Mais voici ce que Bourges disait de Thiers qu'il a bien regardé. Une espèce de nain ridé, les cheveux dressés en huppe, un petit nez crochu, entre des lunettes. Ce personnage qui a l'air d'une chouette ou d'un hibou, disons plutôt que c'est une taupe au début. Pourquoi une taupe? Parce qu'il ne veut pas se mettre en avant au moment du 4 septembre. Son idée est intelligente. Dieu sait qu'il ne manque pas d'intelligence, le Thiers. Il se dit, l'équipe, là, le commando de sauvetage, les Jules, dont je vous ai parlé l'autre fois, qui se sont précipités au pouvoir pour empêcher de passer les Républicains, ils vont avoir une très sale besogne à faire, une besogne salissante. Hein. Ils vont se salir les mains. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Deux choses. Premièrement, il faut qu'ils acceptent l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'y a pas de quoi les valoriser dans l'opinion. Ce sera les gens qui ont pratiqué l'amputation territoriale de la France. Mais enfin, ils ont raison, il n'y a que ça à faire. Et deuxièmement, la plèbe parisienne est armée. Enfin, les prolétaires ont des fusils, comme ils en avaient en 1848. Et si on a fait les journées du juin, c'était précisément pour ôter leurs armes aux prolétaires. Il n'est pas convenable que des morts de faim et des fusils entre les mains. On ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire pour les structures économiques et sociales. Alors maintenant que la garde nationale est armée à Paris, un vrai scandale. La garde nationale, vous savez ce que c'était, hein? C'était une espèce de milice bourgeoise supplétive, une force supplétive. Derrière la ligne, enfin les lignards, qui étaient là pour faire tenir tranquille la canaille, il y avait cette milice bourgeoise. Naturellement, ne pouvaient entrer dans la garde nationale que des gens de bien. Et on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien, naturellement. Hein. Or voilà qu'à cause de la menace qui était dirigée sur Paris, parce qu'on voyait arriver les Allemands, le gouvernement impérial lui-même, le comte de Palikao, avait commis cette folie de dire, eh ben, j'ouvre la garde nationale à tout le monde, puisqu'il y a un sentiment patriotique à Paris, riche, pauvre, n'importe qui, soyez gardes nationaux. Le résultat, c'est qu'il y a 200 000, plus de 200 000, 250 000 environ, gardes nationaux à Paris, et sur ces 250 000, il y en a 150 000 qui sont des pauvres. Alors ces pauvres qui ont des fusils, il faut les leur enlever. Alors quand je viens de vous dire que les Jules vont avoir une sale besogne à faire, la deuxième sale besogne, la première étant l'amputation territoriale, la deuxième, c'est d'arracher par la force, il n'y aura pas moyen autrement, d'arracher par la force ces fusils aux pauvres gens, par conséquent, guerre civile. Alors Thiers se dit, les Jules, c'est des gâcheurs, c'est des goujats, c'est des pauvres types, je vais leur laisser faire le travail. Mais une fois que le travail sera fait, moi j'apparaîtrai comme le restaurateur de la France. Je suis celui qui apparaît pour remettre les choses en ordre. J'aurai pas signé le traité, j'aurai pas les mains couvertes de sang, je serai celui autour duquel on pourra réunir une unité nationale. Telle est son idée. Il va essayer un coup pour permettre aux Jules de traiter, un armistice. Il s'est fait envoyer hors de France, c'est-à-dire bien agréable, comme ça il évitait les dangers de la guerre. Il s'est fait envoyer en Europe. Il va faire un périple qui lui conduit de Londres à Florence, de Florence à Vienne, de Vienne à Saint-Pétersbourg. Il voit toutes les cours, les chancelleries étrangères, et il a une double idée. Une idée un peu à long terme, à savoir ceci: je veux faire reconnaître à ces chancelleries étrangères qui ont peut-être peur de l'idée républicaine, leur faire reconnaître au moins de facto, vous savez la différence entre de facto et des jurés, faire reconnaître de fait, viendra ensuite la reconnaissance de droit, leur faire reconnaître de fait cette République française. Je vais leur expliquer, c'est moi qui serai le prochain président de la République, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'ennui, ce sera une République très sage. Puis, deuxièmement, il veut préparer ce qu'il appelle une intervention humanitaire des neutres. Il veut s'amener à Paris en faisant croire qu'il a été chargé par les chancelleries étrangères de demander une interruption du combat. Les gens ont paraît-il, le cœur déchiré en voyant l'effusion de sang dans Paris, ou devant Paris, et il est là pour dire l'Europe intervient. Naturellement, c'est pas vrai. Ce qu'il veut obtenir, c'est un armistice, et cet armistice lui permettra de réunir l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale, il la connaît d'avance, c'est les notables qui font les élections. Les notables sont, comme lui, terrifiés par l'idée d'une révolution républicaine à Paris, et par conséquent seront tout prêts à pratiquer l'amputation territoriale.
Ça marche pas. Pourquoi? Il est arrivé le 31 octobre à Paris et le gouvernement, croyant bien faire, a lancé une grosse nouvelle aux Parisiens. On leur a dit, Metz vient de tomber. Famine, il n'y a pas moyen, il faut se rendre. Ils croyaient qu'ils jetaient de l'eau sur le feu et ils jetaient de l'huile sur le feu. Les Parisiens sont furieux en disant, qu'est-ce que c'est que ce Bazaine qui avait semblant de résister? C'est probablement un traître, c'est un type qui vient de livrer 170 000 soldats français à la Prusse. Si bien que le pauvre Thiers, qui arrive avec son petite histoire d'intervention humanitaire, est très mal reçu, et je vous le disais la dernière fois, il y a eu une sorte d'émeute presque générale dans Paris, et le gouvernement est arrivé par habileté et par chance à surnager. Alors qu'est-ce qu'il va devenir Thiers? D'abord il se réfugie chez Bismarck, il l'avait vu déjà une première fois, il va rester du 1er au 5 novembre chez Bismarck, qui est à Versailles, à tout près de Paris, et il lui explique que c'est bien d'accord, c'est promis, vous savez, quand je serai au pouvoir, vous aurez l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'est absolument d'accord. Seulement, il faut attendre que les Parisiens soient convaincus qu'il y a la famine pour se rendre. Alors, pendant les mois où il va falloir attendre, qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Je vous ai raconté l'autre jour qu'il y avait une 5e colonne spontanée et gigantesque en France, c'était tous les gens de bien, enfin, tous les possédants. Je vous avais même énuméré quelques noms propres, puisque ça allait d'un archevêque à Madame Sand. Réfléchissez un peu à la chance incroyable qu'avait un homme comme Bismarck, le chancelier prussien. Quand on pense qu'il avait devant lui des collaborateurs, comme nous dirons plus tard en France, des collaborateurs admirablement placés, puisque d'une part, il avait avec lui le gouvernement français lui-même, qui faisait croire qu'il était un gouvernement de défense nationale et qui ne l'était pas. Il avait avec lui les généraux français, la plupart des généraux, il avait les généraux de Metz et il avait les généraux de Paris qui ne voulaient pas se défendre, et il avait cette 5e colonne spontanée de tous les gens de bien de France. C'était magnifique. Seulement quand Thiers était revenu de son périple européen, il est tombé sur un os, si je puis dire, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait voir. C'est-à-dire qu'à Tours, il y avait le petit Gambetta. Gambetta était là depuis 3 semaines. Gambetta qui était décidé à faire une guerre nationale et une résistance authentique, et qui en 3 semaines était parvenu, c'est pas un miracle du reste, était parvenu à mettre sur pied une armée solide, avec une puissante artillerie, une grande cavalerie. Il avait 100 à 130 000, mettons 125 000 si vous voulez, combattants sérieux. Ces combattants, il dit à Thiers, lorsque Thiers arrive pour demander le passage vers Paris, il lui dit, je vais les lancer le 29 octobre. Et c'est le 21, suivez-moi bien, hein. C'est le 21 octobre que Thiers est arrivé. Thiers se dit, mais s'il lance ses combattants, c'est une histoire dramatique. Pourquoi? Les Allemands avaient à ce moment-là, au sud de Paris, entre les troupes de Gambetta, qui étaient près de Tours et Orléans, et Paris, ils avaient 40 000 Bavarois, commandés par le général von der Than. Impossible encore de disposer des 170 000 hommes que le prince Frédéric Charles maintenait devant Bazaine, devant Metz, tant que Metz ne serait pas rendu. Par conséquent, il y avait un écran de 40 000 hommes, pas plus, entre Orléans et Paris. Et si Gambetta lançait ses 125 000 ou 130 000 soldats contre les 40 000 Bavarois, ça y était, ils étaient bousculés et pulvérisés. Par conséquent, c'était le siège de Paris qui était obligé de se lever. C'est pas moi qui l'invente. Prenez les notes de Frédéric Charles, les notes de Schneider. Schneider, c'était l'historiographe officiel du roi Guillaume. Et les propres souvenirs de Bismarck, tous sont d'accord pour dire, dans la 2e quinzaine d'octobre, c'était une tragédie pour nous. Si Gambetta se lançait, nous perdions la guerre. Alors ça, pas question, hein. Thiers ne veut absolument pas. Parce que si jamais Gambetta enfonce les troupes allemandes, c'est Gambetta qui va devenir le grand homme. C'est lui, avec sa victoire républicaine, qui risque d'avoir la totalité du pouvoir. Et toute la pensée de M. Thiers, c'est d'avoir cette totalité du pouvoir. Alors il va faire une chose atroce, dont je suis obligé de parler en vitesse, car c'est pas réellement mon sujet, mais il faut que vous le connaissiez. Il va s'arranger avec le général d'Aurelle de Paladine. Déjà, ce nom vous indique que c'est un homme de bien. Général d'Aurelle de Paladine, qui était le chef de l'armée que Gambetta lui avait confié, et il va supplier d'Aurelle de Paladine de ne pas faire cet acte insensé du point de vue social que de donner la victoire à Gambetta. d'Aurelle de Paladine va se laisser convaincre. L'offensive doit se déclencher le 29 octobre au matin, et le 28 octobre à 20h, d'Aurelle de Paladine va envoyer un télégramme à Gambetta disant « La pluie, l'état du terrain m'empêche de lancer l'offensive ». On peut dire que les Allemands lui doivent, comme on dit, une fière chandelle, vous savez, à Thiers. Ils lui doivent, mais positivement, mais littéralement, ils lui doivent de n'avoir pas perdu la guerre qu'il pouvait perdre à ce moment-là. Alors Thiers n'a que ça à son idée, vous savez maintenant, l'Assemblée, les gens de bien la réclament, le vieux général Changarnier écrit dans une lettre à Duvergier de Oran, une assemblée, elle seule peut faire la paix et nettoyer les écuries d'Augias. Et quand la capitulation va se produire, la charmante Madame Sand, on ne peut plus l'appeler la petite Sand, vous savez, c'est une vieille grosse dame à ce moment-là, elle écrit dans son journal « Je respire. Mes enfants et moi, nous nous embrassons en pleurant. Nous sommes ivres d'émotion, parce que la France a capitulé, hein, c'est une espèce de divine surprise. Gambetta, elle l'appelle un paltoquet, un pignouf, un inepte ambitieux, un infâme. Mais elle se dit mes paysans, là, dans l'Indre, puisqu'elle est châtelaine, alors, hein. Les paysans, ils vont voter comme un seul homme pour la paix, c'est couru.
L'Indre, écrit-elle, écoutez, c'est très beau ça, est un des départements les plus noirs sur la carte de l'instruction. Ça veut dire les AUL, plus d'analphabètes. Par conséquent, on est sûr de manœuvrer comme on voudra. Le brutal bon sens des paysans est là qui va nous sauver. La masse rurale marche comme une locomotive, et le paysan, c'est le nombre. Alors effectivement, les élections ont lieu, c'est le 8 février 1871, et c'est ce qu'on peut appeler des élections bien conduites. Je vais vous lire aussi une phrase d'un rapport, c'est M. Martial Delpy, un député, qui va faire rapport là-dessus quelques années plus tard, en 1975. Et il va dire, dans la plupart des départements, les communes se rendirent en masse au scrutin et votèrent comme un seul homme. Ce que Victor Hugo, qui est en très mauvais esprit, va traduire dans un alexandrin, maires narquois traînant leurs paysans au vote. C'est vrai, on va s'arranger, enfin les châtelains et les ecclésiastiques, pour que les paysans votent bien. On a un argument énorme, enfin, on a la paix. On leur dit, si vous votez pour nous, qui sommes les candidats de la paix, vous ne verrez pas venir les Prussiens, les partageux de Paris ne vous menaceront pas. Par conséquent, votez pour nous. Alors, un résultat incroyable. Monsieur de Falloux, vous savez, le comte de Falloux, dans ses mémoires d'un royaliste, va écrire « La question de la paix vient de nous donner la chambre introuvable », allusion à la chambre de 1815. Et encore, Victor Hugo fera une plaisanterie facile, si vous voulez, la chambre introuvable est retrouvée. C'est un scrutin de miséricorde, comme disait la revue du Deux Mondes. Alors, je voudrais vous parler de cette chambre et de sa composition. J'ai trouvé dans les mémoires de monsieur de Meaux, le vicomte de Meaux, qui est le gendre de Montalembert, une phrase admirable là-dessus. Jamais, depuis la chute de la royauté, la vieille noblesse n'avait compté autant de représentants dans une assemblée politique. Les plus grands noms reparaissaient. Maillet, Durfort, Darcourt, Gontaubiron, Mortemart, Uzès, La Rochefoucauld. Je me demande pourquoi ils se bornent là, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait des tas de ducs. Il y avait le duc de Broglie, il y avait le duc de Cazes, il y avait le duc d'Audifray-Pasquier, il y avait le marquis de Vaugueux, il y avait le marquis de Castelnau, il y avait le marquis de Breteuil, il y avait le marquis de Franlieu, il y avait le comte d'Aru, il y avait le comte de Tocqueville. Enfin, comme vous voyez, on était entre gens de bonne compagnie. Notez que la réconciliation s'est faite d'une manière absolue maintenant entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Autrefois, au début du siècle, ils s'entre-dévoraient, aristocrates méprisant les bourgeois et bourgeois furieux contre les aristocrates. Mais il y avait eu pas seulement une réconciliation, mais une fusion qui s'est opérée grâce au mariage. Très souvent, les aristocrates étaient désargentés, tandis que la grande bourgeoisie d'affaires, ça représentait de l'argent. Alors, par mariage, on prenait une fille de la bourgeoisie, on restait duc ou vicomte, mais on avait beaucoup d'argent bourgeois. Alors, on voyait des personnages comme le marquis de Breteuil, qui était en réalité la banque Fould par alliance. On voyait le duc d'Audifray-Pasquier, qui était en réalité de la banque de Casimir Périer. On voyait M. de Dampierre, qui était en réalité la banque Barthélemy. Enfin, tout ça apportait un élément de stabilité que vous pouvez mesurer. Les gens les plus compromis dans l'Empire s'effaçaient. Schneider. L'autre jour, je vous racontais que Schneider, qui était le président de l'Assemblée du corps législatif, était en même temps patron du Creusot, président du comité des forges, régent de la Banque de France et administrateur de la Société Générale. Un ancien bonapartiste à ce point ne pouvait pas s'imposer. Alors il avait mis à sa place son gendre, qui s'appelait de Séligny. Vuitry, qui avait été président du Conseil d'État sous Napoléon III, était compromis aussi. Alors il pouvait pas se mettre là. Mais il y avait le gendre. Les gendres étaient d'une grande utilité, vous savez. Alors on mettait Henri Germain, son gendre, qui était le fondateur du Crédit Lyonnais. Enfin, c'est vous dire que ça ne pouvait pas aller mieux. L'armée, pourtant vaincue, et la flotte, qui n'avait rien fait, était à l'honneur. Des quantités de généraux étaient élus. Quant à la flotte, on peut dire qu'elle déferlait. Vous savez, il y avait l'amiral Fourrichon, il y avait l'amiral Potieux, il y avait l'amiral Cesset, le contre-amiral de Montaignac, le contre-amiral de Dompierre d'Ornois, sans oublier comment il s'appelait, le vice-amiral baron de la Roncière-le-Nourry, enfin, du beau monde. Alors, M. de Broglie, dans ses mémoires, il salue cette réunion en disant « c'est la grande union des gens de bien ». Et M. de Meaux écrit « la composition de l'Assemblée dépassait l'attente des meilleurs amis de la France ». Il y avait là, sur 650 députés, 500 royalistes. C'est moi, les royalistes ne s'entendaient pas. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant, en 1848, ils étaient séparés en deux groupes. Il y avait d'un côté les orléanistes, qui maintenant voulaient pousser à la monarchie le duc d'Aumale ou le duc de Joinville. Et puis il y avait d'autre part les légitimistes, qui eux voulaient pousser au trône le duc de Bordeaux, qui s'appelait déjà Henri V. Alors Thiers reprend exactement l'idée qu'il avait mise en avant en 1848, en attendant que la fusion monarchiste se fasse sur un seul nom. Je suis là, moi je vous propose une république de transition, une république conservatrice. Sur les 650 députés, il y avait donc 500 royalistes, puis il y avait quoi? Il y avait environ 150 républicains.
Mais il y en avait qui étaient des républicains dangereux. Or, la plupart des républicains très modérés, très accommodants. Mais il y avait la députation de Paris. Alors là, la députation de Paris, c'était une catastrophe. Pensez que le premier qui était arrivé en tête, c'était Louis Blanc. Louis Blanc, que les gens de province considéraient comme un communiste, enfin c'était le socialiste de 1848, et qui arrivait en tête, avec 216 000 voix. Le numéro 2, qui? Ce forcené de Victor Hugo, qui avait si mal parlé de Napoléon III. Numéro 3, qui? Gambetta. Gambetta, le fou furieux, que les Parisiens exaltaient, mais que toute la province maudissait. Et le quatrième, qui? Garibaldi, même pas un Français. Garibaldi, l'homme qui avait insulté le pape puisqu'il avait essayé de le détrôner, du point de vue temporel bien sûr, et Garibaldi qui était venu se proposer comme général, cet étranger, au service de la France, et qui s'était très bien battu. Alors vous imaginez la Revue des Deux Mondes, par exemple, comme elle appréciait la députation de Paris, elle disait c'est un choix répugnant, des libellistes épileptiques, la fine fleur révolutionnaire, une députation qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre tout ce qui existe. Ce qui était rassurant, c'est le succès personnel de M. Thiers. Lamartine, dont on dit toujours en 1848, il avait réuni sur son nom près de 2 millions de suffrages, et il était l'élu de 10 départements. Ben, savez-vous qu'en 1871, Thiers, puisque les candidatures multiples étaient autorisées, Thiers était l'élu de 26 départements. 26 départements en France avaient voulu de lui comme député. C'est-à-dire la situation exceptionnelle qui était la sienne. Monsieur Thiers, dit Monsieur Demeaux, doté de cette auréole qui entoure les efforts désespérés pour les causes perdues, c'est admirable, lui qui était le fossoyeur de la France, a été élu par 26 départements. Et Martial Delpier, l'homme du rapport dont je vous ai parlé, à la tribune le 8 juin dira, c'est l'homme illustre qui écrivit en 1848, à l'adresse des sauvages de ce temps-là, ce livre de la propriété, qui n'était pas seulement un beau livre, mais une bonne action. Et la Revue des Deux Mondes commente, M. Thiers rallie autour de lui tous ceux qui mettent la France au-dessus de leurs préférences de parti. C'était jovial, de dire qu'ils mettaient la France au-dessus de leurs préférences de parti, puisque vous avez vu, ces gens étaient décidés pour maintenir leurs privilèges à sacrifier les intérêts de la France. Alors lorsque Thiers est nommé par eux chef de l'exécutif, notez bien qu'on ne dira pas républicain, il n'est pas président de la République, il est chef de l'exécutif. Ça n'engage en rien pour l'avenir. Et bien, lorsqu'il est nommé chef de l'exécutif, il racontera dans ses notes et souvenirs, j'avais 2 urgences devant moi. Il y avait 2 choses qu'il fallait que je fasse. Quoi? Signer la paix, d'abord, on n'a fait qu'un armistice jusqu'à présent, et deuxièmement, réduire Paris, c'est le mot qu'il va employer. Il faut réduire Paris. Notez qu'il n'est pas content, Thiers, parce qu'il avait bien espéré que les Jules du gouvernement de la Défense nationale, feraient la double opération. Il pensait que ce serait eux qui présenteraient à l'Assemblée un plan de paix. Pas du tout, les Jules sont assez malins pour lui dire non, monsieur Thiers, c'est vous qui allez faire ça. Et deuxièmement, il y a toujours ces armes qui sont au pouvoir de la plèbe parisienne. Thiers s'était dit peut-être qu'avec les Allemands, on arrivera à désarmer cette garde nationale. Les Jules n'avaient pas osé, Bismarck avait refusé, en disant je ne veux pas risquer un homme dans Paris, j'ai gagné la guerre maintenant, débrouillez-vous, vous Français, entre vous. Donc Thiers a les 2 urgences qu'il aurait voulu écarter, l'urgence de la paix et l'urgence de réduire Paris. La paix. En quelques minutes, je vais vous dire comment il va faire. Il va se précipiter sur Versailles, bien sûr, pour une conversation avec le chancelier. Et il y a là un point qui est très peu connu encore en histoire et que je tiens à souligner très particulièrement devant vous. C'est la fameuse question de Belfort. Il faut se rappeler qu'une conférence s'était réunie à Londres à ce moment-là même. À Londres, c'est le cabinet britannique qui en avait pris l'initiative, conférence des neutres. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, vous savez, est assez contente de voir la France abaissée, mais elle ne voulait pas que la Prusse en profitât pour un excès de puissance. C'était le fameux équilibre européen qui était compromis. Alors les Anglais disaient aux Allemands, nous sommes d'accord pour que vous preniez l'Alsace avec Strasbourg, mais on n'est pas d'accord pour que vous preniez Metz. Ça, c'est trop gros. Et dans les mémoires de Bismarck, vous pouvez lire, j'étais à l'armée, très inquiet, parce que la conférence de Londres voulait me rogner ma victoire. Ajoutons qu'il était d'autant plus inquiet, Bismarck, que Guillaume, qui était maintenant Guillaume, empereur d'Allemagne depuis le 22 janvier 1871, Guillaume était inquiet. Il disait, il ne faut pas mettre l'Europe contre nous, tout de même c'est dangereux d'avoir les Anglais contre nous. Or, Bismarck voulait avoir Metz. Eh bien, c'est Thiers, vous entendez, c'est Thiers qui va lui donner. D'abord, Bismarck a joué admirablement. Il y avait une citadelle en France qui ne s'était pas rendue. C'était Belfort, en effet. Belfort avait résisté, avec le fameux colonel d'Enfer Rochereau. Notez cependant que si les Allemands avaient voulu lancer une opération décisive contre Belfort, ils l'auraient eu. Mais ils n'ont jamais lancé l'opération. Pourquoi? Parce que Belfort ne faisait pas partie de leur but de guerre. Ils voulaient Strasbourg, ils voulaient Metz, Belfort, tant pis. Le 13 février, vous me suivez, 13 février, alors que l'armistice a été conclu le 28 janvier, le 13 février, le gouvernement français donne l'ordre
au colonel d'Enfer Rochereau, qui résistait toujours à Belfort, donne l'ordre de se rendre. C'est les Allemands qui ont exigé ça. Pourquoi? Est-ce que parce que tout à coup, ils ont envie de Belfort? Pas du tout. Ils veulent le prendre comme monnaie d'échange. Ils voient la conférence de Londres qui dit « Oh, ces Allemands sont tout de même un peu voraces, enfin, ils veulent des quantités de choses. » Alors Bismarck va jouer d'une apparente modération et va dire « Écoutez, j'ai pris Belfort, eh bien je vous le rends. Je le rends pour montrer à quel point je ne suis pas l'homme avide que vous croyez. Mes convoitises se limitent à Strasbourg et à Metz. Je rends Belfort, mais alors ne m'ennuyez plus avec Metz. » Et Thiers, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Thiers est très inquiet aussi de l'intervention de Londres, parce que ça va mettre le chancelier Bismarck hors de lui, et Thiers a besoin de Bismarck pour réduire Paris. Alors, Thiers, contrairement à tous les intérêts français, étant donné que l'intérêt de la France, c'est d'agir dans la direction de Londres, c'est de s'appuyer sur cette intervention de Londres qui nous permettrait de garder Metz, qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Il va les prendre de court, il va leur couper l'herbe sous les pieds, comme on dit dans un vocabulaire d'aujourd'hui, il va court-circuiter les Anglais, et il va dire au chancelier par écrit, c'est d'accord, je vous donne Metz. Les Anglais ne peuvent pas être, comme on dit, plus royalistes que le roi, ils ne peuvent pas être plus français que les Français, puisque les Français ont cédé, puisqu'ils ont dit, c'est d'accord pour Metz, on n'y peut plus rien. Donc Thiers a rendu ce magnifique et second service à Bismarck de lui avoir préservé la garde de Metz. Il reste à avoir la ratification, vous savez, ça sera très facile. Metz sait très bien, Thiers sait très bien que l'Assemblée est toute prête à agir. Il y a des phrases extraordinaires là-dessus de M. Vicomte de Meaux, ce gendre de Montalembert qui m'amuse beaucoup parce qu'il a ou une inconscience ou un cynisme admirable. Il écrit « Par une aspiration qui l'honorait, le pays avait confié la tâche de conclure la paix à ceux qui avaient le mieux soutenu la défense. » Ceux qui avaient le mieux soutenu la défense, c'était précisément ces royalistes qui avaient passé leur temps à casser les reins à la résistance. Et Favre va écrire dans son récit de 1875 « Tous étaient fermement résolus aux sacrifices les plus pénibles pour sauver la patrie. » Mais non, pas pour sauver la patrie, pour sauver leurs intérêts. Si bien que Thiers va prononcer un discours facile, ça va être le 1er mars, il va jouer du pathétique, il va dire qu'il est foudroyé, qu'il arrive là avec des larmes dans la voix, qu'il est obligé de reconnaître qu'on doit rendre Maître et Strasbourg à l'Allemagne, que les Allemands sont les plus forts, qu'après tout, on aurait peut-être pu garder Metz, vous savez, on aurait peut-être pu. Si on avait signé tout de suite après Sedan, ils n'auraient pas exigé Metz. C'est un mensonge, les Allemands le voulaient dès le départ. Mais si on est obligé de rendre Metz, c'est à cause de la résistance, c'est à cause de Gambetta. Les Allemands ont été obligés de dépenser de l'argent et des hommes à cause de cette folle résistance de Gambetta qu'il appelle un fou furieux, dit-il Thiers, un fou furieux de Gambetta. C'est lui qui nous a fait perdre Metz. Il y a un incident fâcheux, c'est les députés de la Lorraine. Ils sont 30, dirigés par un monsieur Keller, et qui sont là, qui montent à la tribune en disant « Ma foi, vous n'allez pas nous abandonner comme ça. Tout de même, le droit des champs, ça existe. On est français. Il y a une partie d'entre nous qui parle allemand, mais on est français de cœur. On veut rester français. » Thiers est embêté, il se dit ça, c'est le moment dangereux. Alors il va intervenir pathétiquement, il va dire, écoutez, il faut être sérieux. C'est le mot qui va se risquer à employer. Il faut être sérieux. Ça, c'est des protestations sentimentales. Est-ce que vous voulez que la guerre continue ou pas? Tout le monde crie, non, non, on ne veut pas que la guerre continue. Bon, alors, messieurs de la Lorraine, au revoir et soyez tranquilles. Thiers dira plus tard, c'est un discours du 8 juin, une chose sur laquelle je tiens à finir, parce qu'elle est assez extraordinaire. Thiers va dire aux députés, il va leur montrer ce qu'ils ont fait, mais d'accord avec lui. Écoutez bien ça, Rappelez-vous la situation que nous avions alors, le 1er mars, lorsqu'on a signé les préliminaires de paix. Rappelez-vous vos pensées. Quelle idée vous a dominé? Quelle idée a dicté vos votes dans ce moment si grave? Vous n'avez songé qu'à une seule chose, enlever la France à de certaines gens. Oui, vous n'avez voulu qu'une chose, vous n'avez pensé qu'à une chose, ôter la France des mains de certains prétendus républicains. Il y avait des hommes de la subversion. Est-ce que c'est clair, cette phrase-là? Moi, je la trouve limpide. Elle est limpide au maximum. Non seulement l'organisation, mais l'acceptation de la défaite a été l'œuvre, en 1870-71, des notables inquiets pour leurs privilèges et prêts à tout pour préserver la sécurité de leurs profits.